Les néons du train clignotaient au-dessus de moi. Ils projetaient des ombres jaunâtres et maladives sur le tissu usé du siège. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide. Je regardais la ville se fondre dans l'obscurité alors que nous quittions la gare du centre-ville. Mon reflet me dévisageait. Des yeux creux, une peau pâle, des cheveux en un chignon désordonné qui avaient depuis longtemps renoncé à toute apparence de propreté. 3 services doubles en 4 jours au restaurant m'avaient réduit à ça. Un fantôme de moi-même qui tenait grâce à la caféine et à une volonté de faire. L'odeur de café rassis et de graisse s'accrochait à mon uniforme. Peu importe combien de fois je le lavais. Mes pieds me lançaient dans mes baskets bon marché. Et le bas de mon dos envoyait des plaintes aiguës le long de ma colonne vertébrale à chaque petit mouvement. Je m'étais renversé du café chaud sur le poignet pendant le coup de feu du dîner. La marque rouge et irritée me piquait encore sous le pansement que j'avais mis à la hâte dans les toilettes. Les pourboires avaient été corrects ce soir au moins. 243 $. La plupart en billets froissés d'1 et de 5 $ que j'avais comptés 3 fois avant de les fourrer dans mon soutien-gorge. Le loyer était dû dans 5 jours. Et Madame Chen n'acceptait plus les excuses. Le wagon était presque vide à cette heure. Il était plus de minuit, un mardi. Un sans-abri dormait sur 3 sièges près de l'avant. Ses affaires étaient entassées dans des sacs poubelles à côté de lui. Une femme âgée avec un chapeau d'église était assise bien droite près du milieu. Ses mains étaient jointes sur une Bible usée. Oh, et puis il y avait l'homme au costume cher. Je l'ai remarqué immédiatement, même si j'essayais de ne pas le fixer. Il était assis 4 rangs plus loin, de l'autre côté de l'allée, et tout en lui criait qu'il n'était pas à sa place. Pas dans ce train, pas à cette heure, pas dans ce quartier. Son costume était gris anthracite, parfaitement taillé pour des épaules larges. Elle remplissait de l'espace avec une confiance presque prédatrice. Même de dos, je pouvais voir la qualité du tissu. Le genre de costume qui coûtait plus que ce que je gagnais en 6 mois. Ses cheveux étaient coupés avec précision. Et ses mains, mon Dieu, ses mains reposaient sur ses cuisses avec une immobilité qui semblait dangereuse. Il n'était pas seul. 2 hommes étaient assis près de lui, un devant et un derrière. Tous deux portaient des vêtements sombres qui gonflaient légèrement sur les côtés, d'une manière qui me nouait l'estomac. Ils ne parlaient pas, ne bougeaient pas, ils restaient juste là, comme des statues. Leurs yeux balayaient constamment le wagon avec une vigilance qui rendait l'air pesant. J'ai détourné le regard, mon cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Ce n'étaient pas mes affaires. J'avais assez de problèmes sans remarquer des hommes qui existaient clairement dans un monde si éloigné du mien. On aurait dit que nous étions d'espèces différentes. Le train a fait une embardée, et mes yeux se sont alourdis. J'étais réveillé depuis près de 20 heures. Le claquement rythmé des roues sur les rails m'entraînait comme une berceuse. J'ai lutté. Je luttais toujours. Car s'endormir dans le train signifiait rater mon arrêt. Ça voulait dire marcher 40 minutes de plus dans des quartiers où des femmes comme moi disparaissaient. Mais mon corps me trahissait. L'épuisement pesait sur ma poitrine comme un poids physique. Seulement 5 minutes, me suis-je dit. Je reposerai mes yeux pendant 5 minutes. L'obscurité m'a avalé tout entière. Je me suis réveillé dans une chaleur. Pas la chaleur moite et inconfortable du chauffage défectueux du train, mais autre chose, quelque chose de solide et d'étonnamment confortable sous ma joue. L'odeur m'a frappé en premier. Une eau de Cologne chère, du cèdre et quelque chose de plus sombre, presque fumé, propre, puissant. Le genre d'odeur qui n'avait rien à faire dans un train de minuit vers la banlieue. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. L'horreur m'a envahi quand j'ai réalisé où j'étais. J'avais, d'une manière ou d'une autre, mon Dieu, comment? J'avais bougé dans mon sommeil, et j'avais fini avec la tête posée sur l'épaule de l'homme au costume cher. Pas seulement posée, j'étais pratiquement blotti dans le creux où son épaule rejoignait son cou. Ma main était posée contre sa poitrine comme si nous étions amants, comme si j'avais le droit d'être si près de lui. Je me suis redressé d'un coup, une bouffée de chaleur m'envahissant le visage. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Les mots sont morts dans ma gorge quand il s'est tourné pour me regarder. Son visage n'était que des angles vifs et une beauté brutale. Des pommettes hautes, une mâchoire qui aurait pu couper du verre. Des lèvres presque cruelles dans leur perfection. Mais ce sont ces yeux qui m'ont figé sur place. Sombres, si sombres qu'ils étaient presque noirs. Et fixés sur moi avec une intensité qui m'a coupé le souffle.
Il y avait quelque chose d'ancien dans ses yeux, quelque chose qui avait trop vu et trop peu ressenti. Il m'étudiait avec l'attention minutieuse d'un prédateur. Il décidait si j'étais une proie ou simplement insignifiante. Ne vous excusez pas, a-t-il dit. Sa voix était de la soie sur de l'acier, avec un accent que je n'arrivais pas à situer. Européen, peut-être. D'Europe de l'Est. Chaque mot était mesuré, contrôlé. Vous étiez épuisé. Je ne voulais pas, j'aurais dû. Je divaguais. Mes mains tremblaient alors que je m'agrippais au bord de mon siège. Un des hommes, celui de devant, s'était légèrement tourné. Sa main s'était glissée à l'intérieur de sa veste. Un avertissement, une menace. Je ne savais pas lequel, mais mon instinct de survie me hurlait de me taire, de me faire petite, de disparaître. Vous travaillez au restaurant, a poursuivi l'homme comme si je n'avais pas parlé. Ce n'était pas une question. Sur la 5e et Morrison, vous faites le service du soir 3 fois par semaine. De l'eau glacée a coulé le long de ma colonne vertébrale. Comment savez-vous? Je remarque les choses. Il a redressé sa veste de costume d'une main. J'ai vu le reflet doré à son poignet. Une montre qui coûtait probablement plus que ma vie entière. Surtout quand quelque chose attire mon attention. Le train ralentissait, c'était mon arrêt. Je devais descendre de ce train, m'éloigner de cet homme et de ses gardes, et de la façon dont ses mots semblaient être un piège se refermant sur moi. Mais je ne pouvais pas bouger. Son regard me tenait cloué comme un papillon sur une planche. Et sous ma peur, il y avait autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas nommer. C'est mon arrêt, ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Vraiment? Il a légèrement penché la tête. J'ai vu quelque chose traverser son visage. De l'amusement peut-être, ou de la curiosité. Quel est votre nom? Je ne devrais pas lui dire. Tout mon instinct me hurlait de courir, de disparaître dans la nuit et de ne jamais regarder en arrière. Mais ma bouche m'a trahi, le mot est sorti avant que je puisse l'arrêter. Emma, ai-je soufflé, Emma Chen. Ses lèvres se sont courbées en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Emma. Il l'a dit comme s'il le goûtait, le faisant rouler dans sa bouche pour en tester la saveur. Je suis Alexei. Les portes du train se sont ouvertes dans un sifflement. De l'air froid s'est engouffré, piquant, avec une odeur de pluie et de diesel. Je me suis levé sur des jambes tremblantes, mon sac serré contre ma poitrine comme un bouclier. Les 2 gardes me regardaient maintenant. Leur visage était impassible, mais leur corps était tendu, prêts à bouger si leur patron donnait l'ordre. C'était un plaisir de vous rencontrer, ai-je dit. Car que pouvais-je dire d'autre? Désolé d'avoir bavé sur votre costume à 1 000 $. S'il vous plaît, ne demandez pas à vos hommes de me tuer pour les 243 $ dans mon soutien-gorge. J'ai titubé vers les portes, mes pieds maladroits à cause de l'épuisement et de l'adrénaline. J'y étais presque libre, quand sa voix m'a arrêté. Emma. Je me suis retourné, incapable de m'en empêcher. Il était debout maintenant, et mon Dieu, il était grand, plus grand que je ne l'avais imaginé, avec une présence qui semblait remplir tout le wagon. Les lumières du plafond attrapaient les angles de son visage, le faisant paraître presque d'un autre monde, beau et terrible à la fois. « Soyez prudente en rentrant chez vous, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas sûr pour une femme seule à cette heure. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a donné la chair de poule. Un avertissement, une promesse. Je ne savais pas, et je ne voulais pas le savoir. J'ai couru. Le quai était vide à l'exception de quelques retardataires. J'ai marché rapidement vers les escaliers, mes baskets claquant contre le béton. Mon cœur martelait mes côtes. Je n'arrivais pas à me défaire de la sensation de ses yeux sombres qui me regardaient. Même si je savais qu'il était toujours dans le train, probablement déjà en train d'oublier la serveuse épuisée qu'il avait utilisée comme oreiller. Le trajet jusqu'à la maison a duré 35 minutes. J'ai compté chacune d'entre elles, ma main enroulée autour de la bombe lacrymogène dans ma poche, mes yeux scrutant chaque ombre. Le quartier devenait de pire en pire à mesure que je me rapprochais de mon appartement. Des murs couverts de graffitis, des lampadaires cassés, le bruit occasionnel de cris derrière des portes closes. Mais c'était chez moi, ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus. Un appartement au 5e étage sans ascenseur, avec des murs fins comme du papier et un radiateur qui ne fonctionnait que quand il en avait envie. J'ai monté les escaliers lentement, mon corps hurlant de protestation. Le couloir sentait l'huile de cuisson et les cigarettes. Je pouvais entendre la télévision de Mme Patel à travers sa porte.
Le son métallique d'un film de Bollywood se filtrait dans le corridor. Mon appartement était au bout du couloir, le 3F. Les chiffres en laiton étaient ternis et légèrement de travers. J'ai tâtonné avec mes clés, mes mains tremblantes encore, et j'ai finalement réussi à ouvrir la porte. L'appartement était sombre et froid. J'ai actionné l'interrupteur. L'unique ampoule du plafond a vacillé avant de s'allumer, illuminant mon minuscule royaume. Un studio avec une kitchenette dans un coin, une salle de bain à peine assez grande pour se retourner, et un lit qui servait aussi de canapé, de table à manger et de tout mon espace de vie. La fenêtre donnait sur un mur de briques, et les murs eux-mêmes étaient peints d'un beige déprimant qui avait probablement été blanc il y a 20 ans. Mais c'était à moi. J'avais eu 3 emplois pour payer la caution, et je l'avais gardé pendant près de 2 ans, malgré la maladie, les ralentissements et la fois où j'avais failli tout perdre quand le restaurant avait réduit mes heures. J'ai verrouillé la porte derrière moi et les 2 serrures et la chaîne. Je me suis appuyé contre elle, me permettant enfin de respirer. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai rejoué la rencontre dans ma tête, essayant de lui donner un sens. La façon dont il savait où je travaillais. Les gardes avec leurs vestes bombées, le costume cher et les yeux dangereux. Et la voix qui faisait des promesses et des menaces dans le même souffle. Alexei. Le nom tournait dans ma tête, étranger et sombre. Je ne l'avais jamais vu avant ce soir, j'en étais sûr. Je me serais souvenu de quelqu'un comme lui. On n'oublie pas les hommes qui ont l'air de pouvoir acheter et vendre votre monde entier avant le petit déjeuner. J'ai enlevé mon uniforme, grimaçant lorsque le tissu a collé à la brûlure sur mon poignet. L'appartement était glacial. Le radiateur était de nouveau en panne. Alors j'ai enfilé mon pyjama le plus chaud et je me suis glissé dans mon lit sans prendre la peine de me doucher. Demain, je m'occuperai de tout demain. Le sommeil était venu rapidement, m'entraînant dans des rêves remplis d'yeux sombres et de l'odeur du cèdre. Je me suis réveillé à la lumière du soleil. Faux. C'était de la première pensée qui a filtré dans mon cerveau endormi. Faux, faux, faux. Mon appartement n'avait jamais de lumière directe du soleil. La fenêtre faisait face à un mur de briques, et même les jours d'été les plus lumineux, tout ce que j'avais était un crépuscule gris et déprimant qui me donnait l'impression de vivre dans une grotte. Mais cette lumière était dorée, chaude, traversant ce qui semblait être une immense fenêtre. Et le lit. Je me suis assise si vite que ma tête a tourné. Ce n'était pas mon lit. C'était un lit digne d'une reine, avec un matelas si moelleux que j'avais l'impression de flotter, et des draps qui ressemblaient à de la soie contre ma peau. La pièce autour de moi était énorme, facilement 10 fois la taille de tout mon appartement. De hauts plafonds avec des moulures, des murs peints d'un doux crème, des meubles qui semblaient appartenir à un musée, une immense armoire, une commode avec des poignées dorées, un coin salon avec un canapé en velours et des fauteuils assortis. Et la fenêtre. Mon Dieu, la fenêtre. Elle s'étendait du sol au plafond, offrant une vue sur des jardins entretenus qui s'étendaient sur ce qui semblait être des hectares. Des arbres se balançaient dans une douce brise, et je pouvais voir une fontaine au loin, l'eau scintillant sous le soleil du matin. La panique m'a serré la gorge. J'ai rejeté les couvertures et j'ai vu que je portais toujours mon pyjama. Le pantalon en flanelle usé et le t-shirt trop grand avec le trou dans le col. Mais quelqu'un avait enlevé mes chaussures. Quelqu'un m'avait mise dans ce lit. Quelqu'un m'avait enlevé. La porte s'est ouverte et j'ai reculé, mon dos heurtant la tête de lit ornée. Une femme est entrée, d'âge moyen, portant une robe noire impeccable avec un tablier blanc. Elle portait un plateau avec ce qui ressemblait à un petit déjeuner. Et elle m'a souri comme si c'était tout à fait normal. « Bonjour, mademoiselle Chen », a-t-elle dit avec un accent anglais. « Monsieur Volkov m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. Il espère que vous avez bien dormi. » Volkov, le nom m'a frappé comme un coup de poing, les pièces s'assemblant avec une horrible certitude. Je connaissais ce nom. Tout le monde en ville connaissait ce nom, même s'il faisait semblant de ne pas le connaître. Alexei Volkov, la famille Volkov. La bratva russe qui contrôlait la moitié des activités souterraines de la ville. Drogues, armes, protection, tout ce à quoi on pouvait penser qui existait dans l'ombre. Et je m'étais endormi sur l'épaule de l'homme qui se trouvait tout en haut de ce sombre empire. Où suis-je? Ma voix s'est sortie comme un croassement. Comment suis-je arrivé ici? La femme a posé le plateau sur une petite table près de la fenêtre. Vous êtes dans la propriété de M. Volkov.
Il vous a amené ici la nuit dernière après que vous vous soyez endormi dans le train. Il s'inquiétait pour votre sécurité. Il m'a kidnappé. Les mots étaient vifs, bordés par l'hystérie qui bouillonnait dans ma poitrine. Son sourire n'a jamais faibli. Monsieur Volkov préfère considérer qu'il a assuré votre bien-être. Votre quartier est très dangereux la nuit, surtout pour les jeunes femmes. Il voulait simplement s'assurer que vous étiez en sécurité. En me droguant, en m'emmenant à... Vous n'avez pas été drogué, mademoiselle Chen. Vous étiez épuisé. Vous vous êtes rendormi presque immédiatement après l'arrêt du train. Elle a fait un geste vers le plateau du petit déjeuner. S'il vous plaît, mangez. Monsieur Volkov voudra vous parler bientôt et il préfère que ses invités soient à l'aise et bien nourris. Elle est partie avant que je puisse répondre, la porte se refermant derrière elle avec un bruit sec qui m'a fait tomber l'estomac. J'étais piégé dans un manoir avec un homme qui commandait une armée de criminels. Un homme dont un seul mot pouvait mettre fin à des vies, qui existait si loin au-dessus de la loi qu'il aurait pu être intouchable. Et il m'avait amené ici parce que je m'étais endormi sur son épaule. Je n'ai pas touché au petit déjeuner. Au lieu de ça, je me suis approché de la fenêtre, mes pieds nus silencieux sur le tapis moelleux qui coûtait probablement plus que tout ce que je possédais. La vitre était épaisse, du genre qui ne s'ouvre pas. Et quand j'ai appuyé ma main contre elle, j'ai senti le léger bourdonnement de quelque chose d'électronique. Renforcé, peut-être par balle. Les jardins en contrebas étaient beaux d'une manière qui semblait fausse. Trop parfait, trop entretenu, comme une peinture de ce à quoi la nature devrait ressembler plutôt que la réalité. Au loin, au-delà des arbres, je pouvais voir un haut mur en pierre d'environ 4 mètres de haut. Il était surmonté de quelque chose qui brillait au soleil du matin. Des caméras, du fil barbelé, les deux. Des hommes en vêtements sombres se déplaçaient le long d'un chemin près du mur, leur posture alerte. Des gardes. Bien sûr qu'il y avait des gardes. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse. J'ai essayé la porte, verrouillée de l'extérieur. Mon téléphone. Où était mon téléphone? J'ai fouillé frénétiquement la pièce, ouvrant les tiroirs de la commode, vérifiant la table de nuit. Rien. Mon sac, mes chaussures, tout avait disparu sauf le pyjama que je portais. La brûlure sur mon poignet me lançait, un rappel de ma vraie vie, la vie qui semblait incroyablement lointaine maintenant. Madame Chen attendrait le loyer dans 4 jours. Le restaurant m'attendrait pour mon service ce soir. Combien de temps comptait-il me garder ici? Que voulait-il? La pensée m'a donné la chair de poule. Les hommes comme Alexei Volkov ne faisaient pas les choses par gentillesse. Ils ne sauvaient pas les serveuses épuisées parce qu'ils s'inquiétaient pour leur sécurité. Il y avait toujours un intérêt, toujours un prix. Je n'arrivais juste pas à comprendre quel était le mien. Le temps passait étrangement dans cette pièce. Sans mon téléphone, sans aucune horloge visible, je ne pouvais le mesurer que par le mouvement des ombres sur le sol. 1 heure. 2. Le petit déjeuner a refroidi sur le plateau et mon estomac a gargouillé en signe de protestation, mais j'ai refusé de manger. C'était comme une reddition, comme accepter cette folie comme normale. Quand la porte s'est finalement rouverte, ce n'était pas la femme de chambre. Alexei Volkov se tenait dans l'embrasure de la porte et la pièce semblait rétrécir autour de lui. Il avait changé de vêtements. Il portait maintenant un pantalon sombre et une chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude. Cela révélait des avant-bras noueux de muscles et marqués de cicatrices qui racontaient des histoires que je ne voulais pas connaître. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de prendre une douche. Et cette odeur, cèdre et fumée, m'a submergé comme une vague. « Tu n'as pas mangé. » Il a observé, ses yeux sombres se déplaçant du plateau à moi. Je m'étais adossé au mur du fond, aussi loin de lui que la pièce le permettait. Mes bras enroulés autour de moi. « Vous m'avez kidnappé. » Ma voix tremblait, mais j'ai quand même forcé les mots à sortir. « Vous n'aviez pas le droit. Je t'ai amené dans un endroit sûr. » Il est entré dans la pièce et j'ai entendu le clic de la porte se fermer derrière lui. Nous étions seuls. La prise de conscience a fait marteler mon cœur contre mes côtes. Ton immeuble a eu 3 cambriolages le mois dernier. Le chemin depuis la station de train traverse le territoire contrôlé par la Bratva Kozlov. Ils n'ont aucune affection pour les femmes seules la nuit. Aurais-je dû te laisser à ça? Ce n'est pas à vous de faire ce choix. La colère était bonne, brûlant à travers la peur. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est sûr pour moi.
Vous n'avez pas le droit de juste prendre les gens. Quelque chose a vacillé sur son visage. De l'amusement, de l'irritation. C'est parti trop vite pour que je puisse le lire. Il s'est approché de la fenêtre, sa main glissant dans ses poches avec une confiance désinvolte. Sous cet angle, avec la lumière du matin illuminant son profil, il ressemblait à quelque chose sculpté dans le marbre, beau, froid et entièrement inhumain. « Parle-moi de ton père », a-t-il dit. La question m'a frappé comme une gifle. « Quoi? Ton père? David Chen? Où est-il? » Mon sang s'est glacé. « Comment savez-vous pour mon père? » Il s'est tourné pour me faire face, et ses yeux contenaient quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Je sais beaucoup de choses, Emma. Ton père a travaillé pour moi il y a 5 ans. Il m'a volé. Une somme d'argent considérable et des informations qui m'ont coûté beaucoup plus que l'argent lui-même. La pièce a basculé. J'ai cherché un soutien derrière moi, ma main trouvant le mur. Non. Non, ce n'est pas. Mon père était un fournisseur pour restaurant. Il voyageait pour le travail. Il blanchissait de l'argent, a interrompu Alexei, sa voix neutre. Il déplaçait de l'argent liquide à travers diverses entreprises, y compris des restaurants. Il était très bon à ça, jusqu'à ce qu'il décide de se servir de 2 millions de dollars de mon argent et de vendre des informations sur mes opérations à une organisation rivale. J'ai secoué la tête violemment, mais les pièces s'emboîtaient avec une clarté horrible. La façon dont mon père avait toujours eu de l'argent liquide, même quand il prétendait que les affaires étaient difficiles. Les heures étranges, les appels téléphoniques qu'il prenait dans une autre pièce, sa voix baissant jusqu'à un murmure. La façon dont il était parti il y a 5 ans, prétendant qu'il devait aller à l'étranger pour un long voyage d'affaires, et puis, il a disparu, ai-je murmuré, il y a 5 ans. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Oui, Alexei s'est rapproché et je me suis pressé plus fort contre le mur, mais il n'y avait nulle part où aller. Il s'est arrêté à quelques mètres, assez près pour que je puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. La teinte exacte de ses yeux, pas tout à fait noir, mais du brun le plus profond que j'ai jamais vu. Il s'est enfui. Je le cherche depuis, mais il est très doué pour se cacher. Je ne sais pas où il est. Les mots sont sortis désespérément. Je vous jure que je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je ne sais rien de l'argent ou des organisations ou de tout ça. S'il vous plaît, vous devez me croire, je te crois. Sa main s'est levée et j'ai tressailli, mais il a seulement glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts effleurant ma joue. La douceur du geste était d'une certaine manière plus terrifiante que la violence ne l'aurait été. Tu avais 18 ans quand il est parti, une enfant. Il t'a abandonné, toi et ta mère, pour faire face aux conséquences de ses actes. Ma mère. Mon Dieu, ma mère. Où est-ce ma mère? Est-ce qu'elle est en sécurité? Il m'a rassuré. Elle s'est remariée il y a 2 ans. Elle vit à Seattle maintenant avec son nouveau mari et ses enfants. Tu ne lui as pas parlé depuis 6 mois. La surveillance était suffocante. Il savait tout. Chaque détail de ma vie pathétique étalé pour son examen. Alors laissez-moi partir. Je ne peux pas vous aider à le trouver. Je vous suis inutile. Sa main est tombée, mais il n'a pas reculé. Tu n'es pas inutile, Emma. Tu es un levier. Le mot a flotté entre nous comme un couteau. Il ne viendra pas pour moi, ai-je dit, ma voix se brisant. Il nous a quittés. Il ne se soucie pas de moi. Peut-être. Alexei a penché la tête, m'étudiant avec cette concentration de prédateur. Mais les hommes comme ton père ont des schémas, des faiblesses. La culpabilité finit par les ronger. Et quand ce sera le cas, quand il essaiera de prendre contact, d'essayer de s'assurer que tu es en sécurité, j'attendrai. Donc je suis un appât. Le rire qui m'a échappé était amer, teinté d'hystérie. Vous allez me garder ici comme un ver sur un hameçon, en espérant qu'il mordra. Tu le dis d'une manière si crue. Il y avait quelque chose qui ressemblait presque à de la désapprobation dans sa voix. Tu seras bien traité. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Cette chambre est à toi. Le domaine est vaste. Tu auras la liberté de te déplacer dans des limites raisonnables. Tout ce que je demande, c'est que tu restes. Et quand ton père te contactera, tu me le diras. Et s'il ne le fait jamais, s'il ne s'en soucie vraiment pas, pour la première fois, quelque chose de vraiment chaleureux est entré dans son expression. Un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais qui a néanmoins transformé son visage.
Alors je suppose que tu seras mon invité pendant un bon moment. Il s'est dirigé vers la porte et la panique m'a envahi. Attendez, combien de temps? Combien de temps comptez-vous me garder ici? Il s'est arrêté, la main sur la poignée de porte. Aussi longtemps qu'il le faudra, Emma. Des jours, des semaines, des mois. Le temps qu'il me faudra pour le faire sortir. Ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce. Je te suggère de te mettre à l'aise. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic et j'ai entendu la serrure tourner. J'ai glissé le long du mur, mes jambes s'aidant, et j'ai enroulé mes bras autour de mes genoux. Ça ne pouvait pas arriver. C'était le genre de choses qui arrivent dans les films, dans les reportages sur d'autres personnes. Pas aux serveuses qui veulent juste payer leur loyer et survivre un jour de plus. Mais ça arrivait. J'étais piégé dans un manoir avec un homme qui commandait des criminels, qui savait tout de moi, qui prévoyait de m'utiliser comme appât pour attraper un père qui m'avait abandonné il y a 5 ans. Et la partie la plus terrifiante, la petite partie traîtresse de mon cerveau, qui avait remarqué à quel point son contact avait été doux, comment la lumière s'était accrochée à ses cheveux sombres, comment sa présence m'avait fait sentir autre chose qu'invisible pour la première fois depuis des années. Je détestais cette partie de moi-même presque autant que je le détestais lui. Les jours ont commencé à se confondre. On m'a donné des vêtements chers qui m'allaient parfaitement, ce qui signifiait qu'il avait ma taille depuis le début. Avait-il prévu cela? La pensée me rendait malade. Des robes, des pantalons, des pulls doux en cachemire et en soie. Tout dans des couleurs sourdes, crème, gris, marine, comme s'il essayait de m'effacer, de me transformer en quelque chose qui correspondait à son monde. J'ai refusé de les porter au début, restant dans mon pyjama comme une enfant têtue. Mais le troisième jour, quand la femme de chambre, elle s'appelait Irina, a apporté un plateau de nourriture et m'a trouvé toujours dans les mêmes vêtements, elle a fait claquer sa langue avec une détresse si sincère que je me suis senti coupable. Monsieur Volkov a donné des instructions spécifiques pour que vous soyez à l'aise, avait-elle dit, son accent s'épaississant d'inquiétude. S'il vous plaît, mademoiselle Chen, facilitez-vous la tâche. Alors j'avais fait un compromis. Je portais des vêtements, mais je ne prenais pas de petit déjeuner. Les petites rébellions étaient tout ce que j'avais. La pièce est devenue à la fois une prison et un sanctuaire. J'en ai exploré chaque recoin. La salle de bain attenante avec sa douche en marbre et sa baignoire assez profonde pour y nager. Le dressing rempli de vêtements que je n'avais pas choisis. Le coin salon où je regardais par la fenêtre pendant des heures, observant les gardes patrouiller et les jardiniers s'occuper de fleurs que je ne pouvais pas nommer. Alexei venait 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Il ne restait jamais longtemps, 10 minutes, peut-être 15. Il me posait des questions. Comment avais-je dormi? La nourriture était-elle acceptable? Avais-je besoin de quelque chose? Comme si c'était un hôtel et que j'étais une invitée de marque plutôt qu'une prisonnière. J'ai arrêté de répondre après le 2e jour, qu'il parle au silence, mais il était patient. Il s'asseyait dans l'un des fauteuils en velours, complètement à l'aise, et me racontait sa journée. Des réunions d'affaires, des appels avec des associés à Moscou et à New York. Un problème avec une cargaison qui avait été résolu efficacement. Un mot qui me retournait l'estomac, car je savais ce que cela signifiait dans son monde. Le 5e jour, il m'a apporté un livre. « Tu t'ennuies », a-t-il dit, en le posant sur la table à côté de mon dîner intact. C'était un roman, Jane Eyre, la reliure usée par le temps. Irina dit que tu passes des heures à regarder par la fenêtre. Ce serait peut-être une meilleure utilisation de ton temps. J'ai regardé le livre, puis lui. Je veux rentrer chez moi. Je sais. Il s'est installé dans son fauteuil, croisant une cheville sur son genou. Aujourd'hui, il portait un costume 3 pièces gris anthracite et une montre qui coûtait probablement plus que mon loyer annuel entier brillait à son poignet. Dis-moi quelque chose, Emma. Que ferais-tu en ce moment si tu étais chez toi? Je travaillerais. Le mot est sorti amer. Je serais debout pendant 8 heures, à porter des assiettes à des gens qui ne me voient pas, à ramasser des pourboires qui couvrent à peine le loyer. Tu aimes ce travail? Personne n'aime être serveuse. C'est de la survie. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et l'intensité de son regard m'a donné envie de détourner les yeux. Je ne l'ai pas fait. Et après le travail? Quoi alors? Je rentrerai chez moi dans le noir en priant pour que personne ne m'ennuie. Je déverrouillerai 3 serrures distinctes sur ma porte et je tomberai dans un lit dans une pièce si froide
que je peux voir ma respiration en un hiver. J'ai relevé le menton, mais ce serait mon choix, ma vie. Pas une cage dorée parce que vous êtes obsédé par la vengeance contre un homme qui ne se souvient probablement même pas qu'il a une fille. Quelque chose a vacillé sur son visage. De la colère, peut-être, ou de la reconnaissance. Tu penses que c'est une cage? N'est-ce pas le cas? J'ai fait un geste vers la pièce opulente. Une belle prison reste une prison. Il s'est levé brusquement et je me suis tendu, mais il s'est seulement déplacé vers la fenêtre. Le coucher de soleil le peignait de nuances d'or et d'ombre, adoucissant les lignes dures de son visage. Demain, a-t-il dit doucement, tu dîneras avec moi. Pas ici. En bas, dans la salle à manger. Est-ce une invitation ou un ordre? Il s'est tourné pour me regarder par-dessus son épaule, et juste un instant, j'ai vu quelque chose de brut dans son expression, quelque chose de presque solitaire. Est-ce que ça a de l'importance? Tu refuseras de toute façon. Puis il est parti, me laissant seul avec Jane Eyre dans la lumière déclinante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit incroyablement doux, fixant le plafond, et je pensais à mon père, David Chen. J'avais passé 5 ans à me convaincre que je le détestais pour être parti, pour nous avoir abandonnés à la faillite et aux questions d'hommes en costume qui venaient poser des questions sur de l'argent que nous n'avions pas. Mais sous la haine, il y avait quelque chose de pire, l'espoir. L'espoir stupide et enfantin que peut-être il avait eu une bonne raison. Peut-être qu'il était parti pour nous protéger. Peut-être qu'il pensait encore à moi, qu'il se souciait encore. Maintenant, je connaissais la vérité. C'était un criminel qui avait volé des criminels et sa fille en payait le prix. On a frappé à ma porte à 7 heures le soir suivant. J'avais passé la journée à lire Jane Eyre, trouvant des parallèles inconfortables entre la captivité de Jane à Thornfield et ma propre situation. Quand Irina est entrée, elle portait une robe sur un cintre, d'un vert émeraude profond, avec un décolleté qui en montrerait trop et un ourlet qui en montrerait trop peu. Monsieur Volkov demande que vous portiez ceci pour le dîner, a-t-elle dit, en la posant sur le lit. Dites à Monsieur Volkov que je ne suis pas sa poupée. Elle a souri tristement. S'il vous plaît, mademoiselle Chen, il peut être difficile quand ses souhaits ne sont pas respectés. C'est une si petite chose. La tactique de la culpabilité a fonctionné. 20 minutes plus tard, je me tenais devant le miroir, me reconnaissant à peine. La robe m'allait comme si elle avait été faite pour moi, car c'était probablement le cas. Mes cheveux, que j'avais portés dans leur chignon désordonné habituel, tombaient en vagues sur mes épaules. Irina avait fourni du maquillage, mais j'avais mis une limite là. Je devenais déjà quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Je n'allais pas me peindre le visage pour achever la transformation. Le couloir à l'extérieur de ma chambre était long et bordé de portraits d'hommes au visage sévère de différents siècles. Des gardes se tenaient à intervalles réguliers, des hommes différents de ceux que j'avais vus par la fenêtre, tous portant des costumes qui ne cachaient pas tout à fait les armes en dessous. Ils ont hoché la tête en passant, mais n'ont pas parlé. Irina m'a conduite en bas d'un grand escalier avec une rampe qui brillait de propreté. Le manoir se révélait par morceaux. De hauts plafonds avec des lustres en cristal, des sols en marbre qui résonnaient à chaque pas, des murs couverts d'œuvres d'art qui appartenaient probablement à des musées. C'était beau et froid, comme tout le reste dans le monde d'Alexei. La salle à manger aurait pu accueillir 30 personnes. Au lieu de cela, une table pour deux avait été dressée près de la cheminée où les flammes dansaient et crépitaient. Des chandeliers en argent, de la porcelaine si délicate qu'elle semblait pouvoir se briser si on respirait dessus. Et Alexei, debout près de la fenêtre avec un verre de quelque chose d'ambré à la main. Il s'est tourné quand je suis entré et son expression a fait quelque chose de compliqué. Emma. Mon nom était presque révérencieux. Je ressemble à quelqu'un que je ne suis pas, ai-je terminé froidement. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils m'ont parcouru lentement et j'ai senti ce regard comme un contact physique. Quand ils ont de nouveau rencontré les miens, il y avait de la chaleur là, de la possession. Quelque chose qui m'a coupé le souffle malgré ma colère. « Assieds-toi » a-t-il dit, en désignant la chaise la plus proche du feu, « s'il te plaît ». Je me suis assise parce que mes jambes semblaient soudainement instables et je me suis détesté pour ça. Le dîner a été servi par un personnel silencieux qui apparaissait et disparaissait comme des fantômes. Plat après plat de nourriture que je ne pouvais pas nommer. Du poisson délicat avec des sauces qui coûtaient probablement plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire.
des légumes disposés comme des œuvres d'art, du vin qui avait le goût de velours liquide. Je me suis forcé à manger, mon estomac l'emportant finalement sur ma fierté têtue. Alexei m'a regardé tout le temps, touchant à peine sa propre nourriture. Il avait enlevé sa veste et la chemise blanche en dessous révélait les lignes puissantes de son corps. Un corps bâti pour la violence, me suis-je rappelé, pour le contrôle. Vous me fixez, ai-je dit, en attrapant mon verre d'œil. Tu es belle. Sa franchise était déconcertante. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste une déclaration de fait brute. J'ai pensé ça dès l'instant où je t'ai vu dans ce train, épuisé et invisible pour tout le monde sauf moi. Vous ne m'aviez pas vu avant cette nuit. J'ai pris une gorgée, ayant besoin de faire quelque chose avec mes mains. N'est-ce que pas? Un léger sourire a courbé ses lèvres. Je t'ai vu 3 semaines avant. Tu as renversé du café sur un client qui t'avait attrapé le poignet. Tu t'es excusé même si c'était lui qui était en faute. J'avais une réunion d'affaires dans le restaurant d'en face. Je t'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé, cette femme se tue pour des gens qui ne méritent pas son souffle. La confession m'a donné la chair de poule. 3 semaines. Il m'observait depuis 3 semaines. Ce n'est pas romantique, c'est terrifiant, je sais. Il s'est adossé à sa chaise, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. J'ai fait des recherches sur toi le jour même. J'ai appris pour ton père en quelques heures, pour sa trahison, son vol. Sais-tu ce que j'ai pensé quand j'ai découvert que la fille de David Chen servait du café pour le salaire minimum? Je ne voulais pas savoir, mais j'ai quand même demandé. Quoi? J'ai pensé, voici ma vengeance et mon salut en un. Ses yeux étaient un feu sombre. Ton père m'a volé. Tu serais le paiement de cette dette. Simple, propre. Mais il devait y avoir un mais. L'intensité de son regard promettait des complications. Mais ensuite, je t'ai vu t'endormir dans le train. Il a posé son verre avec une précision minutieuse. Tu m'as utilisé comme oreiller, Emma. Ce corps que les hommes craignent, cette épaule qui a porté le poids d'un empire bâti sur le sang, tu t'es blotti contre elle comme si elle était sûre, comme si j'étais sûr. Ma gorge s'est serrée, j'étais épuisé. Ça ne voulait rien dire, ça voulait tout dire. Il s'est levé, et soudain il était à côté de ma chaise, une main sur le dossier en bois sculpté, se penchant jusqu'à ce que je puisse sentir sa chaleur. Quand est-ce que quelqu'un t'a fait te sentir en sécurité pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un t'a protégé pour la dernière fois? C'est soucier de savoir si tu mangeais, dormais ou survivais un jour de plus? Ce n'est pas. Ma voix s'est brisée. Vous ne pouvez pas simplement kidnapper quelqu'un et appeler ça de la protection. Je ne peux pas. Sa main s'est déplacée vers mon visage, me prenant la mâchoire avec une douceur qui démentait les callosités sur sa paume. Ton propriétaire est un prédateur qui augmente le loyer chaque fois qu'il a besoin d'argent. Ton patron vole dans tes pourboires. Les hommes de ton quartier te regardent comme une proie. Mais ici, son pouce a tracé ma pommette et j'ai détesté la façon dont mon corps s'est penché vers le contact. Ici, tu manges de la nourriture préparée par un chef. Tu dors dans un lit digne d'une reine. Tu es gardé par des hommes qui mourraient avant de te laisser subir le moindre mal. Dis-moi, Emma, quelle vie est vraiment la cage? Je me suis brusquement éloigné de son contact, me levant si vite que ma chaise a raclé le marbre. Celle où je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le droit de réécrire la réalité parce que vous vous êtes convaincu que c'est noble. Vous m'avez prise parce que vous vouliez un moyen de pression contre mon père. Tout le reste, les vêtements, la chambre, ce dîner, c'est juste pour habiller la vérité. Sa mâchoire s'est crispée, le seul signe que j'avais touché un point sensible. Tu as raison. Je t'ai prise comme moyen de pression. Mais je te garde parce que il s'est arrêté, quelque chose vacillant derrière ses yeux qui ressemblait presque à de l'incertitude. Parce que quoi? Ai-je défié. Parce que quand tu me regardes, tu ne vois pas le monstre. Sa voix s'est tombée à peine au-dessus d'un murmure. Tout le monde dans mon monde voit ce que j'ai construit. Le pouvoir, la peur, le sang. Mais toi, tu vois l'homme qui a laissé une étrangère dormir sur son épaule. Et je découvre que je ne suis pas prêt à perdre ça. La vulnérabilité de sa confession m'a fait plus peur que ses menaces n'auraient jamais pu le faire. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il était censé être simplement mauvais, simple à détester. Mais l'homme qui se tenait devant moi avait l'air perdu, et quelque chose dans ma poitrine s'est tordu douloureusement.
Je veux appeler mon travail, ai-je dit à la place, changeant désespérément de sujet. Ils vont penser que j'ai abandonné mon poste. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin, je m'en suis occupé. Il est retourné à sa chaise et le moment de vulnérabilité avait disparu, remplacé par une efficacité froide. J'ai fait savoir que tu avais une urgence familiale et que tu avais besoin d'un congé prolongé. Ton poste sera conservé pour toi. Vous ne pouvez pas juste... Je peux. Je l'ai fait. Il a vidé son verre. Ton loyer a été payé jusqu'à la fin de l'année. Madame Chen a reçu un chèque de banque avec une note expliquant que tu avais hérité d'une petite somme. Je l'ai regardé, mon esprit tourbillonnant. Vous, vous effacez ma vie. Je supprime les obstacles qui te maintenaient piégé en mode survie. Il a rencontré mon regard carrément. Quand tu partiras d'ici, si tu pars, tu auras des choix que tu n'as jamais eus auparavant. De l'argent économisé, aucune dette pesant sur toi, la liberté de décider ce que tu veux vraiment, plutôt que de simplement endurer ce que la vie t'impose. Je ne veux pas de votre argent sale. Les mots sont sortis durs. Mon argent n'est pas plus taché que les pourboires que tu as gagnés en servant des hommes qui te déshabillaient du regard. Sa voix était froide maintenant, celle d'un homme d'affaires plutôt que de l'homme presque vulnérable d'il y a quelques instants. Au moins, je suis honnête sur ce que je suis. Nous nous sommes regardés à travers la table éclairée aux chandelles et j'ai senti quelque chose changer entre nous. Un territoire dangereux. Le genre où le ravisseur et la captive commençaient à se confondre, où le syndrome de Stockholm enroulait ses vrilles autour du bon sens. Je veux sortir, ai-je finalement dit. Vous avez dit que j'aurais la liberté de me déplacer dans le domaine. Je veux ça. Demain. Quelque chose qui aurait pu être du soulagement a traversé son visage. Je vais m'en occuper, mais il a levé une main quand j'ai commencé à interrompre. Tu auras un garde non négociable. Le domaine est sécurisé, mais je ne prends pas de risque avec ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous. Son sourire était prédateur. N'est-ce pas? Tu portes la robe que j'ai choisie, tu manges la nourriture que j'ai fournie, tu dors dans ma maison sous ma protection. Ton père t'a rendu mienne au moment où il m'a volé. Tout le reste n'est que détail. Je voulais argumenter, lui jeter les mots au visage, mais l'épuisement m'a submergé, émotionnel cette fois plutôt que physique. J'étais si fatigué de me battre, d'être en colère, de me tenir rigide contre l'attraction gravitationnelle de cet homme et de son sombre empire. Je veux retourner dans ma chambre, ai-je murmuré. Il s'est levé immédiatement, offrant sa main comme un gentleman à un bal, plutôt qu'un homme qui avait orchestré ma captivité. Je vais te raccompagner. Ce n'est pas nécessaire. Non, a-t-il convenu, mais je le veux. J'ai ignoré sa main et j'ai marché vers la porte. Il a suivi à une distance respectueuse et d'une certaine manière, c'était pire que s'il avait essayé de me toucher. Le manoir semblait différent la nuit, les ombres s'accumulant dans les coins, les œuvres d'art semblant observer avec des yeux désapprobateurs. Les gardes hochaient de la tête en passant. Le personnel disparaissait dans les embrasures de porte. Tout le monde dans cette maison se déplaçait autour d'Alexei comme s'il était le soleil, dangereux et nécessaire à la fois. À ma porte, il s'est arrêté. Emma, je me suis retourné, la main sur la poignée de porte. Ton père finira par refaire surface. Les hommes comme lui le font toujours. Et quand il le fera, j'aurai ma vengeance. Ses yeux étaient sans fond dans la faible lumière du couloir. Mais d'ici là, je trouve que je ne suis pas pressé. T'avoir ici, ça m'a rappelé que tout ne doit pas être une question de sang et de dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a tendu la main, glissant d'une mèche de cheveux derrière mon oreille, comme il l'avait fait le premier jour. Ça veut dire que tu es plus en sécurité avec le monstre que tu connais qu'avec le monde qui te dévorerait. Dors bien, Emma Chen. Il s'est éloigné, ses pas résonnant sur le marbre, me laissant debout dans l'embrasure de la porte, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant de pensées que je ne devrais certainement pas avoir sur mon ravisseur. Je me suis enfermé, bien que les serrures soient aussi à l'extérieur, un rappel que l'illusion de contrôle n'était que ça, une illusion. Mais alors que je me changeais pour quitter la robe émeraude et que je me glissais dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont il m'avait regardé. Comme si j'étais précieuse, comme si j'avais de l'importance. Et Dieu me pardonne, je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un m'avait regardé de cette façon. Le matin est arrivé avec le doux coup d'Irina à la porte et la promesse de liberté, aussi limitée soit-elle. Elle a apporté des vêtements adaptés à l'extérieur.
un jean foncé qui m'allait parfaitement, un pull crème doux et une veste doublée de fourrure. Des bottes à la fois pratiques et chères. Je me suis habillé rapidement, détestant la sensation agréable de tout cela contre ma peau, comment chaque pièce avait clairement été choisie avec soin. Le garde qui attendait devant ma porte était nouveau, plus jeune que les autres que j'avais vus, peut-être la fin de la vingtaine, avec des cheveux blonds et une cicatrice qui traversait son sourcil gauche. Il a hoché la tête respectueusement quand je suis sorti. Mademoiselle Chen, je suis Dimitri. Monsieur Volkov m'a chargé de vous accompagner aujourd'hui. Son anglais était fortement accentué mais clair. Nous pouvons aller où vous le souhaitez dans le domaine. Pouvons-nous sortir du domaine? Je connaissais déjà la réponse. Son sourire d'excuse l'a confirmé. J'ai bien peur que non. Mais le domaine est vaste. Les jardins, une serre, le lac, c'est assez beau. Une cage dorée avec un plus grand périmètre. Toujours une cage. Mais le besoin d'air frais, de ciel au-dessus de ma tête plutôt que de plafond orné, était écrasant. J'ai suivi Dimitri en bas du grand escalier et à travers des couloirs que je n'avais pas encore vus. Le manoir se révélait par morceaux. Une bibliothèque avec des livres du sol au plafond, une salle de musique avec un piano à queue, des pièces dont je ne pouvais que deviner l'utilité. Tout était impeccable, cher, vide. Les portes arrière s'ouvraient sur une terrasse qui m'a coupé le souffle. Des sentiers en pierre serpentaient à travers des jardins dignes de magazines. Des roses, malgré la saison, fleurissaient dans des parterres soigneusement entretenus. Une fontaine bouillonnait à proximité, le son de l'eau presque musical. Et au-delà de tout cela, à travers des pelouses parfaitement entretenues et des bosquettes d'arbres, j'ai aperçu le lac que Dimitri avait mentionné. L'eau scintillait sous le soleil du matin. J'ai marché et il a suivi à une distance discrète, assez proche pour protéger, assez loin pour donner l'illusion d'intimité. L'air était pur et froid, me mordant les joues et remplissant mes poumons de quelque chose qui avait le goût de la liberté, même si ce n'en était pas. Combien de temps avez-vous travaillé pour lui? Ai-je demandé après que nous ayons marché en silence pendant 10 minutes. Dimitri semblait surpris que j'aie parlé. 6 ans, mademoiselle, depuis que j'ai 22 ans. Et vous êtes d'accord avec... Avec ce qu'il fait? Une pause, puis prudemment. Monsieur Volkov m'a sauvé la vie de ma sœur. Nous avions des dettes envers de très mauvaises personnes, des hommes qui l'auraient vendu pour payer ce que nous ne pouvions pas. Monsieur Volkov a payé les dettes et m'a donné du travail, a donné à ma sœur une chance d'aller à l'université, d'avoir une vraie vie. Sa voix était empreinte d'une loyauté absolue. Ce qu'il fait, il le fait pour protéger les siens, pour construire quelque chose qui dure. Est-ce toujours propre? Non, mais c'est honnête à sa manière. J'ai réfléchi à cela en marchant. Combien de personnes dans l'empire d'Alexei avaient des histoires similaires? Combien lui devaient leur vie, leur loyauté, leur volonté de détourner le regard du sang? La serre était immense, ses murs de verre reflétant le soleil en fragments aveuglants. À l'intérieur, il faisait chaud et humide, rempli de plantes que je n'avais jamais vues auparavant. Des orchidées aux couleurs impossibles, des arbres fruitiers portant des citrons et des oranges malgré la saison. Et au centre, un petit coin salon avec des meubles en fer forgé peints en blanc. Alexei était assis là, lisant un journal, une tasse de café fumante sur la table à côté de lui. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué dans ma poitrine. Il avait l'air différent d'ici, plus détendu. Les lignes dures de son visage adoucies par la lumière du soleil tacheté filtrant à travers les feuilles. Il avait retroussé les manches de sa chemise jusqu'au coude, et je pouvais voir plus de ses cicatrices, argentées sur une peau bronzée. Des histoires écrites dans la violence. Il a levé les yeux quand je suis entré, et quelque chose s'est allumé dans ses yeux. « Emma, j'espérais que tu trouverais ton chemin jusqu'ici. L'as-tu trouvé? » Je suis resté près de la porte, Dimitri une présence silencieuse derrière moi. « Où avez-vous arrangé pour que Dimitri me guide ici? » Son sourire était lent, reconnaissant la vérité. « Est-ce que ça ne peut pas être les deux? Je voulais te voir, mais je voulais aussi que tu aies l'illusion du choix en la matière. Au moins, vous admettez que c'est une illusion. » Il a posé le journal et a désigné la chaise en face de lui. « Rejoins-moi, s'il te plaît. Dimitri, attends dehors. » Le garde est parti sans hésitation, et soudain, j'étais seul avec Alexei dans cette cathédrale de verre et de verdure.
L'air sentait la terre et les fleurs, presque écrasant dans sa richesse. Je me suis assise parce que rester debout ressemblait à une bataille pour laquelle je n'avais pas l'énergie. Que voulez-vous? Avoir un café avec toi, voir comment tu as dormi pour... Il a fait une pause et quelque chose de vulnérable a de nouveau vacillé sur son visage. Pour passer du temps avec toi sans le poids des formalités du dîner ou des portes verrouillées entre nous. Les portes sont toujours verrouillées. Je suis toujours votre prisonnière. Oui, il a versé du café d'une carafe dans une deuxième tasse, ajoutant de la crème sans demander comment je le prenais. Il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Mais peut-être pouvons-nous prétendre pendant 1 heure que tu es ici parce que tu veux l'être. Pourquoi? J'ai pris le café en roulant mes mains autour de la tasse chaude. Pourquoi est-ce que ça compte pour vous? Il s'est adossé, m'étudiant avec cette intensité troublante. Sais-tu en quoi consiste ma vie, Emma? Des réunions où des hommes me mentent en face et je décide s'ils meurent pour ça. Des affaires qui exigent une vigilance constante, car un moment de faiblesse signifie la guerre. Des femmes qui se jettent sur moi parce qu'elles veulent ce que je peux leur acheter, ou parce qu'on leur a dit de se rapprocher de moi pour obtenir des informations. Sa voix était neutre, récitant une liste d'horreurs comme une liste de courses. Et puis il y a toi. Toi qui t'es endormi sur mon épaule parce que tu étais trop épuisé pour te soucier du danger, qui te dispute avec moi, qui me regarde avec colère plutôt qu'avec peur ou désir calculé. Vous voulez que je vous fasse vous sentir humain? Le rire qui m'a échappé était amer. Ce n'était pas mon travail. Ce n'était pas pour ça que je suis ici. Non, tu es ici à cause des péchés de ton père. Il a posé sa tasse avec un soin délibéré. Mais si tu pouvais être ici pour autre chose, et si, au lieu de prisonnière et de ravisseur, nous pouvions être quelque chose de différent? L'implication flottait d'entre nous, dangereuse et tentante. Vous voulez dire comme les femmes qui se jettent sur vous pour de l'argent? Non, le mot était sec. Je veux dire comme deux personnes qui se voient vraiment, pas la serveuse ou le chef de la Bradva, juste Emma et Alexei. J'ai eu envie de rire, de lui jeter le café au visage et de lui dire qu'il délirait. Mais la façon dont il me regardait, mon Dieu, la façon dont il me regardait a fait mal à quelque chose dans ma poitrine, comme si j'étais de l'eau et qu'il était un homme mourant de soif. Vous ne pouvez pas simplement effacer ce que vous avez fait. Et je dis doucement, vous m'avez prise. Vous me retenez ici. Vous m'utilisez comme appât. C'est ce que vous êtes. C'est la situation. Je sais. Il s'est levé, contournant la table jusqu'à ce qu'il soit à côté de ma chaise, assez près pour toucher, mais sans toucher. Mais je suis aussi l'homme qui s'assure que tu manges, qui te donne des livres parce que tu t'ennuies, qui reste éveillé la nuit en pensant à la façon dont tu étais dans cette robe verte et en me détestant de te vouloir alors que je n'en ai pas le droit. Mon souffle s'est coupé. Alexei? Je vais trouver ton père, Emma. Ça n'a pas changé. Mais ce qui se passe après, ce qui se passe entre nous, ça pourrait être différent. Sa main s'est levée lentement, me donnant le temps de me retirer. Quand je ne l'ai pas faite, ses doigts ont tracé ma mâchoire, ont incliné mon visage pour rencontrer ses yeux. Laisse-moi te courtiser. Laisse-moi te montrer que je peux être plus que ton ravisseur. Vous courtiser. Le mot semblait absurde. On ne peut pas courtiser quelqu'un qu'on retient prisonnier. Alors dis-moi ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui te ferait te sentir moins comme une prisonnière et plus comme... Il a hésité. Plus comme quelqu'un qui choisit de rester. C'est la vulnérabilité dans sa voix qui a brisé quelque chose en moi. Cet homme qui commandait un empire, qui pouvait ordonner des morts d'un mot, me demandait ce qui me rendrait heureuse. J'ai besoin de mon téléphone, ai-je dit. J'ai besoin de pouvoir contacter le monde extérieur, de savoir que j'existe encore au-delà de ces murs. Il a réfléchi à cela, son pouce traçant toujours de petits cercles contre ma joue. Si je te donne un téléphone, surveillé, je ne mentirai pas à ce sujet. Me promets-tu de ne pas appeler la police? Est-ce qu'il m'aiderait, même si je le faisais? Son sourire était sinistre. Non, j'en possède assez. Mais d'autres pourraient essayer, des rivaux qui aimeraient t'utiliser contre moi. Des agences du FBI qui essaient de monter un dossier depuis des années. Tu échangerais une cage contre une autre et la leur serait bien moins confortable. Comme c'est rassurant, ai-je dit sèchement, je n'essaie pas de te rassurer. Je suis honnête.
Sa main est tombée et j'ai ressenti la perte de son contact comme une douleur physique. Je peux te donner un téléphone, un accès à un ordinateur, soigneusement surveillé. Mais Emma, si tu me trahis, si tu essaies d'utiliser ces outils contre moi, les conséquences ne tomberont pas que sur toi. Ta mère à Seattle, sa nouvelle famille, même Madame Chen, ton ancienne propriétaire. Je protège ce qui est à moi et je détruis ce qui le menace. La menace a été livrée calmement, presque doucement, mais elle a atterri comme un coup. Vous feriez du mal à des innocents à cause de ce que je fais. Je ferai du mal à quiconque représente un risque pour mon opération. Oui, c'est le monde dans lequel je vis, le monde dans lequel ton père t'a entraîné quand il m'a volé. Il m'a pris le visage entre ses mains, me forçant à soutenir son regard. Mais je ne veux pas te menacer, Emma. Je veux tout te donner. Je veux te voir sourire parce que tu es heureuse, pas parce que tu fais semblant. Je veux que tu portes ces robes parce que tu te sens belle, pas parce que tu joues un rôle. Vous voulez me posséder. Les mots sont sortis comme un murmure. Oui, Lauren Teddy était brutal. Je veux te posséder de la même manière que tu es venu à me posséder. Je veux que tu sois mienne de toutes les manières qui comptent à cause de choix, mais je veux que tu donnes ces choses volontairement, pas parce que tu n'as pas d'autre option. C'est impossible. Vous l'avez rendu impossible. Vraiment. Il s'est penché, son front touchant presque le mien, son souffle chaud contre mes lèvres. Ou est-ce que tu te bats contre ce que tu ressens parce que tu penses que tu le devrais? Parce que la société dit que tu ne peux pas vouloir l'homme qui t'a prise, même si cet homme brûlerait le monde pour te garder en sécurité. Mes mains se sont levées et je ne savais pas si j'allais le repousser ou le rapprocher. Elles se sont posées contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous le coton cher. C'est de la folie, oui. Ses lèvres ont effleuré mon front d'une douceur déchirante. Mais la folie semble être mon destin en ce qui te concerne. Il s'est reculé avant que je puisse répondre, mettant de la distance entre nous avec un effort visible. Je ferai apporter un téléphone dans ta chambre cet après-midi et un ordinateur portable. Tu pourras appeler ta mère si tu le souhaites, vérifier tes emails. Souviens-toi juste, je connaîtrai chaque mot, chaque contact. Transparence totale, Emma. C'est le prix de cette liberté. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Maintenant, viens, il a offert sa main. Laisse-moi te montrer le reste du domaine. Le lac est magnifique à cette heure du matin et je trouve que je ne suis pas encore prête à te laisser partir. J'aurais dû refuser. J'aurais dû retourner dans ma cage et m'y enfermer, loin de son contact et de ses mots, et de la manière dangereuse dont il me faisait me sentir vu. Au lieu de cela, j'ai pris sa main. Ses doigts se sont refermés sur les miens, chauds et forts, et nous sommes sortis de la serre ensemble. Dimitri s'est mis au pas derrière nous, une ombre silencieuse, tandis qu'Alexei me conduisait sur des sentiers sinueux vers le lac. Et pendant 1 heure volée, je me suis laissé oublier que j'étais une prisonnière. Je me suis laissé prétendre que l'homme qui tenait ma main n'était qu'un homme et que j'étais juste une femme, et que le monde extérieur à ces murs n'existait pas. C'était la chose la plus dangereuse que j'ai faite depuis que je m'étais endormi sur son épaule. Le téléphone est arrivé cet après-midi-là, élégant et neuf, ainsi qu'un ordinateur portable qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné l'année dernière. Fidèle à sa parole, Alexei avait été transparent sur la surveillance. Une petite icône dans le coin de chaque écran me rappelait constamment que tout ce que je faisais était observé. J'ai d'abord appelé ma mère, mes mains tremblant, en composant le numéro que je connaissais encore par cœur, malgré les mois de silence entre nous. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Allô? Maman. » Ma voix s'est brisée. C'est moi. C'est Emma. La pause s'est étirée si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, Emma. Oh mon Dieu. Emma, où étais-tu? Ton propriétaire a dit que tu avais quitté la ville pour une urgence familiale? Mais tu n'as pas appelé. Tu n'as pas... Je sais, je suis désolé. Je vais bien. J'ai juste... Que pouvais-je dire? J'ai été kidnappé par un mafieux russe parce que papa l'a volé. J'avais besoin de temps pour moi pour réfléchir. Nous avons parlé pendant 20 minutes, sa voix remplissant les détails de sa nouvelle vie, son mari Tom, ses belles filles adolescentes qui commençaient enfin à l'apprécier, la maison à Seattle avec vue sur les montagnes. Elle avait l'air heureuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant,
Et cela a fait à la fois mal et du bien à quelque chose dans ma poitrine. Viens nous voir, a-t-elle dit avant que nous raccrochions. Une fois que tu seras installé où que tu sois, je veux que tu rencontres Tom correctement. Je veux que tu fasses partie de ça. Je le ferai. J'ai promis, sachant que c'était probablement un mensonge. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Tellement. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone pendant un long moment. La menace d'Alexei résonnait dans mon esprit. Si je le trahissais, elle souffrirait, sa nouvelle famille. Le bonheur que j'avais entendu dans sa voix, tout cela pourrait être détruit d'un mot de sa part. L'ordinateur portable m'appelait. Je l'ai ouvert, j'ai navigué jusqu'à mes emails. Des centaines de messages non lus, la plupart du spam, mais là, enfoui parmi les déchets, il y en avait un qui m'a glacé le sang. L'expéditeur était indiqué comme DC, les initiales de mon père. La date était d'il y a 3 jours. L'objet était « Je suis désolé ». Mes mains tremblaient en cliquant pour l'ouvrir. « Emma, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter après tout ce temps. Je sais ce que j'ai fait. Vous laisser, toi et ta mère, faire face aux conséquences de mes choix était impardonnable. Mais je t'ai observé de loin, m'assurant que tu étais en sécurité. Et j'ai vu que tu n'étais plus à ton appartement, que tu avais disparu. Si Volkov t'a trouvé, s'il t'utilise pour m'atteindre, je veux que tu saches, j'arrive. Je vais me rendre. Je ferai face à tout ce qu'il veut me faire. Mais je ne le laisserai pas te faire de mal. Je suis ton père. Je t'ai abandonné une fois. Je ne t'abandonnerai pas à nouveau. Retrouve-moi à l'ancienne jetée de Millers Bay, le 20 novembre à minuit. Viens seul. Nous trouverons une solution ensemble. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Papa. La date, le 20 novembre. C'était ce soir. Je fixais l'écran, mon esprit s'emballant. C'était ça, le moment qu'Alexei attendait, mon père refaisant surface, s'offrant. Tout ce que j'avais à faire était de le dire à Alexei et ce serait fini. Je serais libéré. Ma dette, la dette de mon père, serait payée. Mais mon père mourrait. Je le savais avec une certitude absolue. Les hommes comme Alexei ne pardonnaient pas les trahisons qui leur coûtaient des millions et détruisaient presque leurs opérations. Ils prenaient leur revanche dans le sang. Un coup à ma porte m'a fait sursauter. J'ai fermé rapidement l'ordinateur portable, mon cœur martelant. Entré. Alexei est entré et un seul regard sur mon visage lui a tout dit. Que s'est-il passé? Rien. J'ai appelé ma mère. C'était émouvant. Il s'est approché, ses yeux scrutant les miens. Tu me mets. Ce n'était pas une question. Il a jeté un coup d'œil à l'ordinateur portable, puis est revenu à moi. Qu'as-tu trouvé? Je pouvais mentir, je devais mentir, mais ses yeux ont tenu les miens et je me suis souvenu de ces mots dans la serre. Transparence totale, Emma. C'est le prix de cette liberté. Mon père m'a contacté. Les mots semblaient être des pierres. Il y a 3 jours. Il veut me rencontrer. Alexei est devenu très immobile. Où? Si je vous le dis, vous le tuerez. Oui. Aucune hésitation. Aucun faux semblant. Il m'a volé, m'a trahi, a causé la mort de 3 de mes hommes quand il a vendu des informations au Kozlov. Sa mort est déjà écrite, Emma. La seule question est quand et comment. C'est mon père. Ma voix s'est brisée. C'est le seul père que j'ai, et oui, c'est un salaud qui m'a abandonné. Abandonné, mais je ne peux pas. Je ne peux pas simplement le livrer à la mort. Alexei m'a pris le visage, son contact d'une douceur déchirante malgré la violence de ses mots. Il t'a livré au moment où il a pris mon argent. Tout ce qui s'est passé depuis, ta présence ici, mon désir pour toi, cette situation impossible dans laquelle nous sommes, tout découle de ses choix, pas des tiens, pas des miens, des siens. Alors laissez-le partir. J'ai agrippé ses poignets, désespéré. Vous avez de l'argent. Vous avez du pouvoir. Qu'est-ce que 2 millions de dollars pour vous? Qu'est-ce que la trahison d'un homme quand vous avez un empire? Ce n'est pas une question d'argent. Sa voix était douce, presque triste. C'est une question de message que ça envoie. Si je laisse ton père s'en tirer sans être puni, chaque homme de mon organisation pensera que la trahison est négociable. Ils penseront qu'ils peuvent voler, vendre des secrets, coûter des vies et ne faire face à aucune conséquence. Je perdrai tout ce que j'ai construit, non pas à cause de l'argent, mais à cause d'une faiblesse perçue. Alors, je suis juste censé vous regarder le tuer.
Vivre avec ça? Non. Il m'a tiré contre sa poitrine, une main berçant l'arrière de ma tête. Tu es censé me faire confiance pour faire ce qui est nécessaire, et ensuite me laisser passer le reste de ma vie à me rattraper. Laisse-moi te donner tout ce que ton père n'a jamais pu. La sécurité, la sûreté, une vie sans peur. Laisse-moi être l'homme que tu mérites au lieu de celui qui t'a abandonné. Je me suis repoussé, la colère montant en moi. Vous ne pouvez pas remplacer mon père en le tuant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors que veux-tu, Emma? Il a écarté les mains. Dis-moi ce que tu veux, et si c'est en mon pouvoir, je te le donnerai. Je veux que vous le laissiez partir. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Nous nous sommes regardés. Le gouffre impossible entre nous soudainement douloureusement clair. Il tuerait mon père. Je ne pourrais pas pardonner ça. Peu importe ce qu'il m'avait fait, peu importe comment il m'avait fait me sentir, c'était la limite. Quand a lieu la réunion? A demandé Alexei doucement. Je pouvais encore mentir. L'envoyer au mauvais endroit, au mauvais moment. Donner à mon père une chance de fuir, de disparaître à nouveau. Mais ensuite, j'ai pensé aux menaces d'Alexei. Ma mère, Madame Chen. Toutes les personnes innocentes qui souffriraient si je le trahissais. Ce soir, ai-je murmuré. Minuit, la jetée de Miller's Bay. Quelque chose qui aurait pu être de la douleur a vacillé sur son visage. Tu me l'as dit, vous ne m'avez pas donné le choix. Je t'ai donné exactement un choix. Tu as choisi la sécurité de ta mère plutôt que la vie de ton père. Tu as choisi l'innocent plutôt que le coupable. Il s'est dirigé vers la porte, la main sur la poignée. Ce n'est pas de la faiblesse, Emma. C'est de la force. Ça ne ressemble pas à de la force. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Ça ressemble à de la trahison. Il a fait une pause, le dos tourné. Ton père a fait ses choix. Tu n'es pas responsable des conséquences. Souviens-toi de ça. Quand tu me détesteras plus tard. Puis il est parti, et je me suis effondré sur le lit, sanglotant dans des oreillers qui sentaient le cèdre et la fumée, et l'homme qui était sur le point de détruire ce qui restait de ma famille. Les heures jusqu'à minuit se sont écoulées avec une lenteur angoissante. J'ai essayé de lire pour me distraire, mais les mots se brouillaient sur la page. Finalement, vers 11 heures, j'ai pris une décision. J'allais à cette jetée. Si mon père devait mourir à cause de moi, le moins que je puisse faire était d'y faire face. Sortir de ma chambre a été plus facile que je ne l'avais prévu. La porte était déverrouillée et les gardes dans le couloir m'ont fait un signe de tête en passant. Ils n'ont pas essayé de m'arrêter alors que je descendais et sortais par l'entrée de la cuisine. Soit Alexei avait donné l'ordre de me laisser partir, soit ils supposaient que je ne pouvais pas aller bien loin de toute façon. Ils avaient raison. Dimitri s'est matérialisé depuis les ombres alors que je traversais la pelouse, son expression pleine d'excuses. Je suis désolé, mademoiselle Chen, mais je ne peux pas vous laisser quitter le domaine seul. Alors venez avec moi. J'ai continué à marcher vers le garage où j'avais vu les véhicules plus tôt. Mais je vais à cette jetée avec ou sans permission. Il a hésité, puis a parlé dans une radio en russe rapide. Une réponse a crépité. Il a soupiré. Monsieur Volkov dit que je dois vous conduire. Mais vous restez dans la voiture, oui? Quoi qu'il arrive, j'ai accepté, bien que nous sachions tous les deux que c'était un mensonge. Le trajet a duré 40 minutes, le SUV noir et élégant de Dimitri avalant les kilomètres d'autoroute entre le domaine et la baie. Miller's Bay était une zone industrielle, principalement abandonnée maintenant. De vieux entrepôts et des jetées qui avaient autrefois servi des cargos. La jetée que mon père avait spécifiée s'avançait dans l'eau sombre, éclairée seulement par une demi-lune luttant à travers les nuages. Dimitri s'est garé dans l'ombre d'un entrepôt. « Attendez ici », a-t-il dit fermement. « S'il vous plaît, mademoiselle Chen. Monsieur Volkov me fera la peau s'il vous arrive quelque chose. » Je l'ai regardé se fondre dans l'obscurité, probablement pour prendre une position d'où il pourrait surveiller la jetée. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. « Reste dans la voiture, Emma. Je suis sérieux. » Bien sûr qu'il m'avait suivi. Il savait que je viendrais. J'ai regardé le message, puis la jetée où une silhouette solitaire se tenait au bout. Le col relevé contre le vent, mon père. J'étais sorti de la voiture avant d'avoir pu y réfléchir. Mes pieds me portant sur le pavé cassé vers l'homme que je n'avais pas vu depuis 5 ans. Il s'est tourné au son de mon approche, et même dans la faible lumière, je pouvais voir à quel point il avait vieilli. Plus de gris dans ses cheveux, des rides profondes,
creusé autour de ses yeux et de sa bouche. Emma. Sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu, Emma, tu es venue. Tu es en sécurité. J'étais si inquiet. Vous devriez vous inquiéter pour vous-même. Je me suis arrêté à plusieurs mètres, incapable de me forcer à combler la distance. Alexei sait que vous êtes ici. Il nous regarde probablement en ce moment. Le visage de mon père est devenu pâle. Alors tu dois courir. Pars d'ici. Éloigne-toi de lui. Je vis avec lui, papa. Les mots avaient un goût amer. Dans son manoir, portant des vêtements qu'il a achetés, mangeant de la nourriture qu'il fournit, parce que vous l'avez volé et que maintenant je paye votre dette. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je pensais que je pouvais prendre l'argent et disparaître, recommencer quelque part en sécurité. Vous faire venir, toi et ta mère, une fois que je serais installé. Mais Volkov, il a des contacts partout. Je ne pouvais pas risquer de le mener à vous. Alors vous nous avez simplement abandonnés à la place. Vous nous avez laissé gérer la faillite, les questions, la honte. Je sais, et je suis désolé. Je suis désolé chaque jour depuis 5 ans. Il a fait un pas vers moi. Mais je suis là maintenant. Laisse-moi arranger ça. Laisse-moi me rendre. Faire face à la punition qu'il veut. Juste promets-moi que tu t'éloigneras de lui. Promets-moi que tu ne le laisseras pas te garder. Ce n'est pas si simple. Un mouvement dans l'ombre a attiré mon attention. Des silhouettes émergeant des entrepôts qui nous entouraient. Les hommes d'Alexei. Il ne me laissera pas partir comme ça, et même s'il le voulait, je me suis arrêté, la vérité se coinçant dans ma gorge. Tu quoi? La voix de mon père était désespérée. Je ne sais pas si je veux partir. L'aveu a été comme si on m'ouvrait la poitrine. Il est arrogant et contrôlant, et il m'a kidnappé. Mais il me fait sentir que j'ai de l'importance, que je ne suis pas juste invisible, et je déteste ressentir ça. Je déteste cette partie de moi qui veut rester, mais c'est vrai. Mon père m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Emma, ce n'est pas. C'est le syndrome de Stockholm. Il te manipule. Peut-être. J'ai haussé les épaules, impuissante. Ou peut-être que je suis juste si affamé que quelqu'un me voit que je le prends même du monstre qui me retient captive. Quoi qu'il en soit, vos choix ont créé cette situation, pas les miens. Alors déteste-moi. Sa voix s'est brisée. Déteste-moi pour le reste de ta vie, mais éloigne-toi de lui. S'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne puisses plus faire la distinction entre la captivité et quoi? L'amour? Le mot flottait entre nous, terrible et vrai. Tu crois que je ne sais pas à quel point c'est tordu? Tu crois que je n'ai pas passé chaque jour à lutter contre ce qu'il me fait ressentir? Ça suffit. La voix d'Alexei a transpercé la nuit. Et soudain, il était là, sortant de l'ombre comme s'il s'était matérialisé. Il portait du noir et au clair de lune, il ressemblait à la mort elle-même. David Chen. Nous nous rencontrons enfin à nouveau. Mon père s'est redressé, lui faisant face avec une bravoure que je n'attendais pas. Volkov, je suppose que vous êtes ici pour me tuer. C'était le plan. Alexei est passé devant moi assez près pour que je sente sa chaleur et s'est arrêté à quelques mètres de mon père. 5 ans que je te chasse. 5 ans de ressources, d'hommes qui cherchent, d'attendre que tu refasses surface et te voilà, livré par la seule chose à laquelle je savais que tu ne pouvais pas résister. Ta fille, elle n'a rien à voir avec mes choix. Non, elle est simplement celle qui paye pour eux. Alexei m'a jeté un coup d'œil et quelque chose dans son expression m'a coupé le souffle. Ce qui m'amène à un dilemme. J'avais prévu de te tuer, de le faire lentement, douloureusement. Une leçon pour quiconque pense à me trahir. Mais ta fille, il s'est retourné vers mon père. Ta fille m'a demandé de te laisser partir. Et je découvre que je lui donnerai presque tout ce qu'elle demande. L'espoir est jailli dans les yeux de mon père. Alors laissez-moi partir. Je disparaîtrai. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je n'ai pas fini. La voix d'Alexei s'est durcie. L'argent que tu as volé, 2 millions de dollars, tu le rembourseras. Chaque centime avec les intérêts. 20% par an pendant 5 ans, il a calculé rapidement. Environ 5 millions de dollars. Le visage de mon père s'est décomposé. Je n'ai pas ce genre d'argent, alors tu le rembourseras en travaillant. Alexei a souri et c'était terrifiant.
J'ai des entreprises qui ont besoin d'être gérées, légitimes pour la plupart. Import, export. Tu travailleras pour moi, sous supervision, et chaque dollar que tu gagneras ira à ta dette. Quand elle sera payée, tu seras libre de partir. Et si je refuse, alors je te tue ici. Et Emma regarde. Les yeux d'Alexei ont trouvé les miens, et elle passe le reste de sa vie à me détester pour ça. Ce que je découvre que je ne suis pas prête à risquer. Mon père m'a regardé, puis est revenu à Alexei. Comment savoir que vous ne me tuerez pas une fois que je serai dans votre organisation? Tu ne le sais pas. Mais tu as ma parole. Que tant que tu travailleras honnêtement et que tu ne me trahiras pas à nouveau, tu vivras. C'est plus que ce que tu mérites. Alexei a tendu la main. Avons-nous un accord? La seconde s'est étirée. Mon père a regardé cette main tendue comme si c'était un serpent qui pourrait frapper. Puis lentement, il l'a prise. Nous avons un accord. Le soulagement m'a envahi si puissamment que mes genoux ont presque fléchi. Alexei m'a rattrapé de sa main libre, me stabilisant, et le regard qu'il m'a lancé contenait tant de choses. De la possessivité, de la tendresse, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'amour. Merci, ai-je murmuré. Ne me remercie pas encore. Il a relâché la main de mon père et a passé un bras autour de ma taille, me tirant contre son flanc. Tu viens d'accepter de me laisser te garder. Parce que si ton père travaille pour moi, s'il est en vie parce que je l'ai permis, alors tu es mienne, Emma. Complètement et irrévocablement mienne. La vérité s'est installée en moi comme un poids, ou peut-être comme une liberté. Je n'étais plus sûr qu'il y ait une différence. Je sais, ai-je dit doucement. Mon père a regardé entre nous, la compréhension se faisant jour. Emma, je te rendrai visite une fois que tu seras installée ou qu'Alexei te place. Nous trouverons comment redevenir une famille. Lentement. C'est tout ce que je peux demander. Ses yeux étaient humides. Je suis désolé pour tout ça. Je sais. Les hommes d'Alexei se sont avancés pour récupérer mon père, et alors qu'ils l'emmenaient, j'ai senti les derniers fils de mon ancienne vie se rompre. La serveuse invisible, la fille qui luttait pour survivre. Elle était partie, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas encore tout à fait. Tu aurais pu le tuer, ai-je dit, alors que nous retournions là où Dimitri attendait avec le SUV. Tu le voulais. Oui. Alexei m'a ouvert la porte, sa main s'attardant au creux de mon dos. Mais je te voulais plus, et j'apprends que quand il s'agit de toi, je ferai des compromis sur des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir. Ce n'est pas sain. Non. Il est monté après moi, me tirant sur le siège jusqu'à ce que je sois pressé contre lui. Mais tomber amoureux de la femme que tu as kidnappée ne l'est pas non plus. Pourtant, nous en sommes là. Nous en sommes là, ai-je fait écho. Le trajet de retour au domaine était différent. Je n'étais plus une prisonnière, ou peut-être que si, mais j'étais une prisonnière consentante. Le bras d'Alexei est resté autour de moi, son pouce traçant des motifs sur mon épaule, et je me suis laissé m'appuyer contre lui. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé alors que le manoir apparaissait, illuminé contre le ciel nocturne comme quelque chose d'un conte de fées, un conte sombre, où le prince était un monstre et la princesse l'a choisi quand même. Maintenant, il a déposé un baiser sur ma tempe. Maintenant, je te courtise correctement. Je t'emmène à des dîners, à des opéras et partout où tu veux aller. Je te présente mon monde, non pas comme une prisonnière, mais comme quelqu'un qui a sa place à mes côtés. Et finalement, si j'ai beaucoup de chance, tu arrêteras de te battre contre ce que tu ressens et tu admettras que tu veux ça autant que moi. Arrogant, honnête. Il a tourné mon visage vers le sien et ses yeux contenaient promesses et menaces à part égale. Je ne suis pas un homme bon, Emma. Je ne serai jamais ce que la société pense que tu devrais avoir. Mais je te protégerai, je subviendrai à tes besoins, je t'adorerai. Et je m'assurerai que chaque jour tu saches exactement à quel point tu comptes. Il m'a embrassé alors, et ce n'était rien de ce que j'avais imaginé. C'était doux et féroce à la fois, revendiquant et demandant la permission simultanément. Quand il s'est retiré, j'étais à bout de souffle. Je déteste vouloir ça, ai-je murmuré contre ses lèvres. Je sais, il a souri, et cela a transformé son visage en quelque chose de presque beau. Mais tu apprendras à l'accepter. Nous le ferons tous les deux. Le SUV s'est arrêté à l'entrée du manoir. Alexei m'a aidé à sortir,
sa main ne quittant jamais la mienne, et nous sommes entrés ensemble, le monstre et sa captive consentante. Le chef de la Bratva et la serveuse qui étaient devenus d'une manière ou d'une autre son salut. Ce n'était pas une fin de conte de fées. C'était désordonné et compliqué, et probablement malsain à plus d'un titre, mais c'était à moi. Nous étions à moi. Et alors que je le laissais me conduire à l'étage vers une chambre qui serait maintenant la nôtre plutôt que juste la mienne, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, la liberté ne consiste pas à s'échapper de sa cage. Parfois, il s'agit de choisir de rester avec la personne qui vous fait sentir que vous comptez enfin, enfin, même si cette personne est celle qui a verrouillé la porte en premier lieu. 3 mois plus tard, je me tenais dans cette même serre où il m'avait demandé pour la première fois de me courtiser, portant une robe de la couleur de minuit, et j'ai dit oui quand il m'a demandé de l'épouser. Mon père était là, remboursant toujours sa dette, mais souriant à travers ses larmes. Ma mère est venue de Seattle, choquée, mais finissant par accepter. Ce n'était pas conventionnel. Ce ne le serait jamais, mais c'était à nous, construit sur des règles brisées et des choix impossibles. Et l'étrange vérité que parfois la pire chose qui vous arrive devient la meilleure chose que vous n'auriez jamais su que vous aviez besoin. Et quand Alexei Volkov a glissé une bague à mon doigt et a promis de passer sa vie à s'assurer que je ne me sentirais plus jamais invisible, je l'ai cru. Parce que les monstres, avais-je appris, pouvaient être étonnamment doués pour tenir leurs promesses.